Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez mettre un oui dans le chat si vous m'entendez. On va commencer. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez mettre un oui. Ok, parfait, donc vous m'entendez là. Donc on va commencer. Ok, parfait. Donc du coup, pour une fois, on commence à l'heure. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous le savez, on va corriger bac de physique-chimie. Donc on va être plus centré sur la chimie aujourd'hui, vu qu'on a déjà pas mal fait la physique ces derniers temps. Le live sera pas très très long aujourd'hui, parce que du coup j'ai des contraintes après, mais voilà, on va essayer de faire le maximum possible du sujet. Donc là j'ai directement la partie chimie, hein. Juste pour rappel, on avait fait ça, je crois avant-hier, pour la partie physique. Donc on avait corrigé le jeu du corneule. Du coup, sur le sujet du bac 2021, pour ceux qui voudraient avoir la correction, je mettrai évidemment la rediffusion du live sur mon compte YouTube d'ici la semaine prochaine. Donc du coup, on va commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker le live, à partager, à commenter, à dire oui, on est chaud, on est parti, etc. Voilà, moi je vois tous vos petits messages, ça me fait super plaisir à chaque fois. Ok, donc on va démarrer. Ici, je précise juste qu'on était sur le bac 2021, donc on avait encore 3 exercices au choix, c'est-à-dire qu'on avait les 3 et on devait choisir 2 exercices à faire.
Ok, donc c'était un petit peu plus simple dans la mesure où si il y avait un chapitre qu'on n'avait pas tout à fait révisé, bah, ça fait qu'il y avait un exercice bah, qu'on pouvait écarter tout de suite. Ok, aujourd'hui vous avez un exercice de 10 points et deux exercices, il n'y a plus d'exercices au choix. Ok, donc il faut vraiment être calé, tant en physique, tant en chimie, sur tous les chapitres. Alors il y aurait une rediffusion, hein, mais il sera dispo que à partir de la semaine prochaine. Ok, donc on est parti ici, l'exercice, donc mince, j'ai pas mes stabilos, alors je vais juste récupérer mes stabilos, hop, je vais en prendre un seul. Ok, donc aujourd'hui on est sur un exercice du coup qui va porter sur un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Ok, donc les indicateurs colorés c'est vraiment très classique au bac. Donc du coup, voilà, je vous conseille de bien suivre cet exercice parce que j'en ai vu quelques-uns qui sont similaires. Donc mots-clés réaction, acide-base, dosage par titrage. On est parti. Les anthocyanes sont des espèces chimiques responsables de la couleur de nombreux végétaux comme le chou rouge, l'hortensia ou encore l'aubergine. Une des propriétés remarquables des anthocyanes est que leur couleur en solution dépend fortement du pH de la solution. Ok, donc ici, on est bien sur la caractéristique d'un indicateur coloré, ici pour une réaction acido-basique, c'est-à-dire qu'on doit avoir une couleur qui varie fortement en fonction du pH. Ok, donc jusque-là, on est OK. Dans cet exercice, on se propose de modéliser un indicateur coloré, naturel, contenant des anthocyanes, pour pouvoir l'utiliser lors du titrage d'un lait fermenté. OK, donc je vais juste surligner ici hein, les termes importants. Donc on va faire le titrage d'un lait fermenté. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, on va faire le titrage d'un lait fermenté et donc on comprend bien qu'on va devoir utiliser un indicateur coloré certainement pour repérer l'équivalence de ce titrage. Ok. Donc ici vous avez donc les données, ici vous avez les numéros atomiques. Okay, que vous devez connaître par cœur. Hein. Donc vous devez connaître les 20 premiers à peu près en terminale. Voilà. Normalement, depuis la première, il faut connaître les numéros atomiques des 20 premiers éléments, partant de l'hydrogène jusqu'au potassium, jusqu'au calcium. Pardon. Ensuite, ici, donc, vous avez la constante d'acidité du couple acide lactique ion lactate, hop, qui vous est proposée. Donc les valeurs numériques, hein, toujours. Moi, ce que je vous recommande, c'est les valeurs numériques, vous les mettez dans une autre couleur. Moi, j'ai pas beaucoup de stabilo, donc je mets tout dans la même couleur. Masse molaire de l'acide lactique, ok, on va surligner. L'acidité d'ornique d'un lait. Donc là, on nous donne une petite définition exprimée en degrés d'ornique de symbole degré D, d'accord, degré d'ornique, est reliée à la concentration en masse, d'accord, donc c'est relié à la concentration massique d'acide lactique dans ce lait en considérant qu'il est seul acide présent. Okay, donc 1 degré d'ornique correspond à une concentration en masse en acide lactique égale à 0,10 g par litre. D'accord, ça c'est le titre massique. Donc c'est bien important de comprendre déjà ça parce que certainement, voilà, on va avoir des questions sur l'acidité d'ornique à la fin. Ok, donc on est parti. Modélisation d'un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. La couleur du chou rouge est principalement due à la présence d'une vingtaine d'anthocyanes différentes. Pour comprendre l'influence du pH du milieu sur la couleur, on modélise ce mélange complexe d'espèces chimiques par une seule espèce chimique, la cyanidine, figure 1, dont la structure est commune à toutes les anthocyanes. Okay, donc là, vous avez une formule topologique qui vous est proposée ici. On limite la modélisation à des milieux où le pH est compris entre 4,5 et 9. Okay. Dans cet intervalle, la cyanidine existe principalement sous trois formes. Forme numéro 1, forme numéro 2, forme numéro 3. Au laboratoire, on modélise une solution de jus de chou rouge en faisant macérer pendant 10 minutes dans de l'eau distillée, chaude, le quart d'un chou rouge coupé en morceaux. Ok, bon, on ne s'étend jamais à cette histoire de quart d'un chou, on va quand même surligner. On filtre le mélange et on obtient une solution aqueuse de couleur violet-bleu intense. D'accord ? Sur les couleurs, vous pouvez surligner également au cas où. On fait varier le pH de la solution et on note la couleur correspondante. Tac, la suite est juste en dessous. Okay. Donc là, on fait une mesure de pH, hein, okay, juste pour être tout à fait clair. Donc on a le quart de chou rouge ici. Donc on prépare une solution et on va mesurer ici la couleur, enfin le pH en fonction de la couleur, voilà, ou la couleur en fonction du pH, comme vous voulez. Donc là, vous avez ce tableau-là.
pour notre indicateur coloré de chou rouge. Petit 1.1, on nous dit de justifier que la forme numéro 1 est une espèce amphotère. Okay, donc je précise juste, normalement, lorsque vous lisez le sujet, alors pour ceux qui demandent le sujet, c'est le sujet de 2021, c'est un bac 2021, alors je crois que c'est le sujet 1, je vais regarder, c'est pas marqué, mais je pense que ça doit être le sujet 1. L'exercice 1, de toute façon, c'est le jeu du corgnol, d'accord? Donc on est parti. La première question, donc après toutes ces définitions, hein, il faut vraiment bien s'accrocher. En chimie, en général, c'est le cas. Vous avez tout un pavé où on vous explique voilà, plein de choses. Donc vous prenez le temps de prendre votre surligneur. Merci Brigitte du coup qui précise, c'est le sujet 1. Vous prenez le temps de prendre votre surligneur, vous surlignez les infos importantes. Voilà. Après, dans ces infos, vous allez aller piocher. Donc la forme numéro 1 est une espèce amphotère. Donc la forme numéro 1 est ici. Donc je reprécise juste la définition. Hein. Une espèce amphotère, c'est une espèce qui peut à la fois jouer le rôle d'acide et de base. Donc autrement dit, est-ce que cette forme peut avoir des propriétés acido-basiques, hein, pour dire vraiment des propriétés acides et des propriétés basiques. D'accord ? Donc ici, on regarde et on va comparer aux autres espèces. Ça veut dire, si cette espèce joue un rôle acide, ça veut dire qu'elle va être capable de libérer un ion H+. D'accord? Donc il faut que je regarde. Est-ce que si je retire un ion H+, je retombe sur l'une des formes ici présentes? D'accord? Donc là, je vois bien que si je retire un ion H+, ici, ben, en fait, je retombe sur la forme numéro 2. D'accord? Donc avec du coup une charge négative qui est ici, due du fait que, donc ici avant, hein, on avait le H+, qui donnait la forme 1. Donc là, en libérant un ion H+, j'obtiens la forme numéro 2. Donc propriété acide. D'accord? Donc acide, c'est OK. Ensuite, maintenant, je dois vérifier le caractère basique, c'est-à-dire que en ajoutant un ion H+ ici, je vais bien retrouver une espèce chimique stable. Donc lorsque je regarde la forme numéro 1, bah, en ajoutant H+, très certainement au niveau de ma charge négative, hein, parce que vous savez que bah, du coup les charges vont vouloir se compenser, bah, en fait je vois que je vais retomber sur la forme numéro 3. D'accord? Donc la propriété basique est vérifiée également. OK? Donc là, justifier que la forme numéro 1 est une espèce amphotère, oui, parce qu'on voit bien qu'elle peut à la fois jouer le rôle d'un acide pour former la forme numéro 2 et d'une base en captant un ion H+, pour former la forme numéro 3. OK? Donc voilà pour la première question. On passe ensuite à la deuxième question. Déjà, est-ce que c'était clair? Ok, si c'est clair, est-ce que vous pouvez mettre un oui? Est-ce que vous pouvez mettre des likes pour me dire que c'est clair? Mettre oui, c'est clair, c'est le début, c'est facile, c'est difficile, oui, 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 oui. Ok, parfait. Ensuite, petit 1.2, recopier puis compléter les pointillés du diagramme de prédominance ci-après pour cet indicateur coloré. Alors, on voit peut-être pas tout, hein, je vais essayer de... Hop, voilà. Pour cet indicateur coloré, associer une couleur à chaque forme en solution aqueuse. Ok. Donc ici, on va donc avoir ce diagramme de prédominance. Donc on en a fait quelques-uns dans les sujets précédents. Donc il faut que je place à gauche la forme la plus acide et à droite la forme la plus basique. D'accord? Donc ici, au regard de l'exercice, hein, comment est-ce qu'on va faire pour caractériser la puissance du coup des acides, hein. Quand je dis la puissance, c'est-à-dire déterminer laquelle de ces formes est la plus acide. Donc on va s'intéresser au nombre d'hydrogènes ici. D'accord? Donc je vous avais dit la dernière fois que en général, les espèces qui ont le plus d'atomes d'hydrogène sont les espèces les plus acides. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont plus susceptibles de libérer facilement des ions H+, étant donné qu'elles ont beaucoup d'hydrogène. Donc ici, ma forme la plus acide, en fait, eh bien, ça va être la forme ayant le plus d'hydrogène. D'accord? Donc, si vous avez bien suivi la question 1, bah, on a dit que ici, la forme numéro 1 captait un ion H+, pour former la forme numéro 3 et qu'elle cédait un ion H+, pour former la forme numéro 2. Ça veut dire que la forme ayant le plus d'hydrogène, vous pouvez compter si vous voulez, c'est la forme numéro 3. OK? Et donc, ça va être mon espèce la plus acide. Et de même, la forme la plus basique va être celle ayant le moins d'atomes d'hydrogène. Et donc ici, ça va être la forme numéro 2. Okay, donc au milieu, j'ai forcément la forme numéro 1.
D'accord? Vous pouviez aussi dire, faire le raisonnement en disant, j'ai déjà démontré que la forme numéro 1 est une espèce amphotère, donc dans un diagramme comme ça, où vous avez des diacides, hein, j'avais donné la définition dernièrement, c'est-à-dire vous avez des espèces chimiques qui sont capables de céder 2 fois, ok, des acides, enfin des ions H+, pour former successivement une première base, et ensuite cette base joue le rôle d'acide pour le deuxième couple. Donc votre espèce amphotère, elle est forcément au milieu. D'accord? Donc vous pouviez placer votre espèce amphotère au milieu. Ensuite, vous retrouvez tout simplement les couples en disant, si je prends la forme numéro 1 et que je relâche un H+, je vais former la base. Donc la base ici, ça va forcément être la forme numéro 2, puisque je le vois, hein, j'ai moins, j'enlève un H+, j'ai au moins. Ce qui vous permettait de placer la forme numéro 2 du côté basique. OK? Donc voilà pour la question 2. Après, on vous demande un petit peu, de préciser les couleurs. Donc là, vous regardez ici, hein, en fonction du pH, vu qu'on a un indicateur coloré. Là, on a un pH de 5,5, donc on est sur du violet bleu. Donc ici, sur la forme numéro 3, ça va être un pH plus petit que 5,5, donc on va plutôt être sur de la couleur violette. D'accord, ça va plutôt être du violet. Sur la forme numéro 2, on est supérieur à 8,4, donc on va plutôt tendre vers le vert. Ok. Et donc là, vous avez la zone de virage, vous êtes entre 6,2 et 7,1, donc vous allez plutôt être sur du bleu. D'accord, vous pouvez mettre ici bleu. D'accord, violet, bleu, vert. Donc voilà les 3 formes. Ok. Lorsque vous travaillez avec les indicateurs colorés, en général, il faut bien s'assurer que les formes soient bien distinctives. C'est-à-dire que les couleurs doivent être vraiment différentes, de sorte que vous pouvez utiliser cet indicateur coloré pour faire un suivi de votre réaction chimique. Parce que si là c'est violet, là c'est violet, bleu, mais c'est plus violet que bleu, et puis que là c'est bleu, et puis avec une couleur qui est très proche du bleu, en fait, vous ne pourrez pas du coup distinguer votre saut de pH, parce que vous ne pourrez pas facilement identifier le changement de couleur. D'accord? Donc là, il faut vraiment bien notifier ici. C'est une question qu'on vous pose régulièrement. Là, si j'ai du violet et du bleu, c'est bien, parce que du coup, au saut, je vais pouvoir identifier clairement que je suis passé du violet au bleu. OK? Donc je vois qu'il y a quelques questions. Oui, j'ai une chaîne YouTube, regardez sur mon compte TikTok directement. Alors, j'ai pas encore mis tout le contenu. Je suis en train de déposer les rediffusions des lives, mais voilà, vous pouvez déjà penser à vous abonner, activer la cloche des notifications. Comme ça, une fois que je dépose les rediffs, vous les avez en continu. On passe, tac, tac, tac. Très content de ne plus passer à ce bac de physique. Alors, les lives, merci beaucoup. Alors, c'est point, hein, pour ta contribution, ça me fait super plaisir. Alors, les lives, là, pour l'instant, on est sur les lives à 13h pendant les vacances. Parce que moi, du coup, en soirée, je suis occupé, donc je fais les lives à 13h. Mais de toute façon, je vous dis en général, pendant un live, le prochain live, ce sera à telle heure. OK? Donc, petit 2, titrage d'un lait fermenté. Sinon, oui, pendant la rentrée, les lives, c'est de 20h à 23h tous les jours. Vous pouvez déjà noter, du coup, et c'est en maths et en physique. En général, on fait un jour maths et puis le lendemain physique. Sauf si vraiment on a un sujet intéressant et que vous m'envoyez plein de messages en me disant oui, on veut des maths, non, nous on veut de la physique. Donc là, par exemple, la physique, les maths, ce sera demain. Ok. Les maths, normalement, ce sera demain. Demain, on partira sur 13h aussi. On partira sur 13h. Du coup, soit ce sera demain, mais si j'ai un peu de dispo ce soir, je pourrais faire un live ce soir aussi à partir de 20h. Ok. Donc on est parti. Petit 2, titrage d'un lait fermenté. Pour préparer des fromages ou des yaourts, il est nécessaire de faire fermenter du lait frais. Okay, pour ceux qui font de la pâtisserie, etc. Voilà, vous êtes là-dedans. Pour ceux qui demandent les lives, ça dure combien de temps? En général, c'est entre 1h30 et 3h. D'accord? Là, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on fera plutôt 1h. On fera plutôt 1h de live. Mais en général, on fait 13h, 13h, 15h. Et en semaine, c'est de 20h à 23h les lives. Hop, donc ici, des bactéries appelées ferments lactiques sont utilisées pour transformer notamment le lactose du lait frais en acide lactique. Okay, figure 2, donc qui nous représente l'acide lactique.
Lors de la fabrication des produits laitiers, pour déterminer l'avancement de la fermentation du lait, les techniciens réalisent un titrage acido-basique de l'acide lactique formé afin de déterminer l'acidité d'Ornick. Okay, fameuse définition qu'on avait. L'acidité d'Ornick d'un lait doit être supérieure à 80 degrés d'Ornick pour pouvoir fabriquer un yaourt. Donc je vous rappelle, hein, on avait dit que 1 degré d'Ornick, c'était 0,10 g par litre en acide lactique. D'accord? Donc c'était le titre massique. Hop. Petit 2.1, représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate. Ok, donc l'ion lactate ici, hein, c'est pas très transparent, hein, mais c'est du coup la forme basique de l'acide lactique. Ok, donc pour représenter cette forme, on va enfin pouvoir prendre une feuille. Tac, tac, hop, j'arrive. Ok, donc je vais juste déposer ça sur le côté. Ok, donc on est parti. Ici, on va déjà récupérer donc, la formule topologique de l'acide lactique, hein. Ici, je vais juste la réécrire euh, en formule semi-développée ici. Tac. Donc là, vous avez, hop, on a du OH. Tac, vous avez un autre C ici. Vous avez de l'acétone. Tac, vous avez ici. Donc là, on a un groupement OH. Tac, tac, tac. Et donc là, parce que du coup, on va devoir retirer un ion H+. Tac, 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 tac. Voilà, sur cette partie. Donc, on va venir le retirer ici, ion H+. Alors là, j'ai juste développé la formule topologique ici. Ok, j'ai juste développé, et même encore partiellement, je n'ai pas représenté l'autre côté ici. Donc là, je vais juste d'abord, enfin, les traits là, les pointes ici, ici, ici. Ok, lorsqu'il n'y a rien, c'est du carbone. Ok, donc tac, tac. Là, je vais remettre les deux. Vous pouvez compléter le schéma. Donc c'est juste pour montrer sur cette partie. Donc ici, là, j'ai fait un extrait de l'acide lactique. Tac. Donc ici, pour trouver mon ion lactate, donc l'acide lactique, c'est la base. Ici, je vais avoir l'ion lactate. Tac. Ici. Donc je vais devoir retirer un ion H+. D'accord? Donc du coup, je vais retirer H+ ici. Bon, là, j'ai pas remis, hein, j'ai vraiment mis groupement OH. J'ai pas remis toutes les doublés non liants ici, mais vous retirez votre H+ ici, tac. Donc vous obtenez, voilà, ici vous avez votre O qui va apparaître, et puis voilà, vous avez votre charge négative ici du fait que vous avez retiré, hop, 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 votre ion H+, pour former l'ion lactate. D'accord? Donc ici, quand vous représentez, hein, vous vérifiez bien que les liaisons sont OK, tout ça. Donc là, vous pouvez remettre votre atome de carbone ici. Tac. Voilà, donc vous avez ça, vous avez votre carbone ici, vous avez votre O-, et ensuite ici, on avait ce groupement. OK, c'est bon. Donc là, ensuite, vous pouvez remettre les deux doublés non liants. Je vous rappelle, hein, l'atome d'oxygène, pour ceux qui demandent pourquoi on a mis des doublés non liants, les doublés non liants, pour l'atome d'oxygène, c'est comme ça. Ça, c'est la représentation du schéma de Lewis. D'accord? Ça, c'est le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. Okay, le CH3, vous complétez en fait votre forme topologique, votre formule topologique. Alors, je vais essayer de voir un peu je vais prendre des questions en même temps.
Ok, je vois les questions, hein. Hop, hop, hop. Pourquoi il y a deux électrons seuls comme ça? Alors, je vais faire un petit point. Ici, pour l'atome d'oxygène, vous avez Z égale 8, d'accord? Donc là, vous avez le numéro électronique. Hop, je vais recentrer comme ça pour tout le monde. Là, vous avez le numéro électronique, d'accord? Le numéro atomique, pardon. Donc ici, si vous voulez représenter le schéma de Lewis, vous devez écrire la structure électronique. Donc aujourd'hui, on utilise plutôt les sous-couches électroniques. D'accord? Donc on a un S2, 2S2, 2P4. Donc ça, c'est la structure électronique. Ça, normalement, vous avez tous fait en première. Ok? Donc ça, c'est la structure électronique euh, de l'atome d'oxygène. Ok. Donc ici, vous voulez représenter le schéma de Lewis, vous prenez la sous-couche externe, enfin la couche électronique externe. D'accord? Donc vous avez ici la couche numéro 2 que je vais prendre et je vais compter le nombre d'électrons ici qui vont me donner le nombre d'électrons de valence. D'accord? Donc ils sont le nombre d'électrons de la couche périphérique. Ok? Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? D'ailleurs ici il me manque un petit H. Ok? Donc vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'explication de cette partie-là. Je redétaille juste pour ceux qui ont posé la question de c'est quoi un schéma de... On trouve 6, en fait c'est 2S2. Le 2 ici, c'est le nombre d'électrons qui présente sur la sous-couche numéro S. Alors je refais le schéma. Lorsque vous représentez comme ça un atome, vous avez des niveaux d'énergie. D'accord? Donc les électrons, vous savez qu'on a un noyau. Hop, vous avez ensuite ici le nuage électronique, et autour de ce nuage électronique gravitent des électrons. Donc ça, c'est des électrons. D'accord? Là, je suis en train de vous refaire la structure de l'atome. OK? Donc, ici, vous avez le noyau, nuage électronique. Je préfère l'écrire comme ça, du coup, c'est clair pour tout le monde. Nuage électronique. Ok. Et ce nuage électronique-là, en fait, il n'est pas, c'est pas une ligne comme on voit ici. En fait, il y a plusieurs niveaux dans ce nuage. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle des couches électroniques. D'accord? Vous avez plusieurs niveaux. Donc, vous avez le niveau fondamental. D'accord? Donc, le niveau, bon, je vais l'écrire niveau fondamental. Ok. Que on va aussi appeler le niveau 0. Vous pouvez appeler niveau 0. Donc là, c'est la première couche. OK. Ensuite, ici, vous avez la deuxième couche. Et là, vous avez la troisième couche. Bon, vous en avez plus au-dessus, hein. Là, je représente juste le début. Et sur chaque couche, ici, vous avez des électrons. C'est-à-dire que les électrons de la structure périphérique, ici, donc du nuage électronique, vous voyez ceux qui gravitent ici, en fait, ils sont répartis en niveaux. Donc, j'en ai peut-être un peu ici. Bah, j'en ai quelques-uns qui sont ici, ok, et j'en ai d'autres qui sont au niveau 3. D'accord? Lorsque j'écris ma structure électronique, alors les protons et les neutrons, c'est à l'intérieur ici. Les nucléons, c'est dans le noyau. D'accord? Sur le nuage électronique, j'ai que des électrons. Donc dans le noyau ici, vous avez des protons et des neutrons. Ok? Et dans le nuage électronique, ici, vous n'avez que des électrons. Et vous avez autant d'électrons que de protons. D'accord? Donc le premier niveau ici, le niveau fondamental, c'est celui-ci, hein. C'est celui-ci, c'est le premier niveau. Pour ceux qui ont fait, c'est un exercice aussi qui y a quelquefois au bac, avec les longueurs d'onde, quand vous voyez le niveau E0, là, celui qu'on appelle souvent niveau E0. Ok. Donc là, ces électrons périphériques ici du nuage électronique, bah, ils sont répartis sur ces couches. D'accord. Maintenant, si je regarde une couche avec un microscope un peu plus poussé, d'accord, vous avez une couche, donc là je représente la première couche, et ben elle-même, elle est décomposée en sous-couches. D'accord? Elle est décomposée en sous-couches et sur chaque. Les sous-couches en fait sont standardisées. C'est-à-dire que la première sous-couche, elle s'appelle S, la deuxième sous-couche, elle s'appelle P, la troisième sous-couche, elle s'appelle D et j'en ai d'autres au-dessus. Donc si je prends les deux électrons qui sont sur la première couche, bah, ils sont ici, sur la première sous-couche. D'accord? Maintenant, si je prends la deuxième couche ici, hop, donc là, je viens représenter la deuxième couche. Donc là, je suis en train de faire un zoom là-dessus, sur la deuxième couche.
je prends la deuxième couche, bah, j'ai également mes niveaux ici. Donc ça, c'est le sous-niveau, hein, c'est SPD. D'accord? Donc là, vous avez les couches électroniques, première couche, deuxième couche, troisième couche. Vous faites un zoom sur l'une des couches, bah, vous avez des sous-couches SPD. Donc là, si je prends la deuxième couche ici, d'accord, et que je zoome sur la deuxième couche, bah, je vais avoir aussi des sous-couches. Donc si je prends les 8 électrons qui sont ici, bah, en fait, j'en ai quelques-uns sur la première sous-couche, et puis je vais en avoir quelques-uns ici, et puis je peux en avoir quelques-uns ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, si je décompose ça, donc nuage électronique organisé en couches, chaque couche organisée en sous-couches. D'accord? Donc maintenant, comment je fais pour représenter cette structure électronique-là? Cette structure électronique, pour la représenter, je précise le numéro de la couche, et ensuite je précise en lettres la sous-couche, et au-dessus, je précise le nombre d'électrons. D'accord? Donc ça, c'est un rappel de première. Donc les sous-couches, elles sont toujours nommées pareil, c'est toujours SPDF. Et c'est en fonction du nombre d'atomes total que j'ai au niveau de la couche. D'accord? Je vais donner un peu des exemples pour préciser. Ça, normalement, vous voyez bien le détail en première. Là, je fais juste vraiment un petit rappel pour ceux qui ont perdu le fil ou pour ceux qui sont en première. OK? Donc ici, je vais préciser un point. Enfin, je vais préciser 2 points. Déjà, vous avez au niveau de chaque couche, ici, donc je vous ai dit que vous aviez des sous-couches, mais en fait, pour chaque couche, vous avez un nombre de sous-couches maximal. OK? Donc, je vais prendre une nouvelle feuille pour bien expliquer ce que je dis. Vous prenez le niveau 1, donc vous prenez la couche numéro 1. OK? Et ben, en fait, elle n'admet qu'une seule sous-couche. Elle n'admet que la sous-couche P, la sous-couche S, pardon. OK? Elle n'admet que la sous-couche S, qui est la sous-couche numéro 1. OK? Ensuite, vous prenez la couche numéro 2. Eh ben, elle va admettre 2 sous-couches. Elle va admettre la sous-couche S, qui est la première sous-couche. Elle va admettre la sous-couche P, qui est la deuxième sous-couche. D'accord? Là, je suis en train de détailler un peu. Je ne vais pas vraiment aller dans trop le détail parce qu'en terminale, en général, bon, vous n'allez pas très très loin en termes de couches et de sous-couches. OK? Maintenant, chaque sous-couche, il faut savoir qu'elle a un remplissage maximal. C'est-à-dire que vous prenez la sous-couche S, bah, elle se remplit au maximum à 2 n carré électrons. D'accord? Chaque sous-couche, de toute façon, se remplit à 2 n carré électrons, où n, ici, n, c'est le numéro de la sous-couche. OK? Autrement dit, la couche numéro 1, OK, je sais qu'elle n'admet qu'une seule sous-couche, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel atome, vous allez zoomer le nuage électronique, d'accord? Vous prenez votre atome ici, vous avez votre nuage électronique qui est ici, hop. Vous venez zoomer le nuage électronique, ici, vous regardez sur la première couche, et ben vous allez trouver qu'une seule sous-couche. C'est fait comme ça. D'accord? Et dans cette sous-couche-là, okay, vous pouvez mettre au maximum 2 n carré électrons. Comme n égale 1, ça veut dire que vous pouvez mettre au maximum 2 fois 1 au carré. Donc vous pouvez mettre au maximum 2 électrons. D'accord? Oui, merci Lola. Là, on est en train de corriger un sujet de bac, donc j'ai juste fait une pause pour expliquer c'est quoi un schéma de Lewis. Et du coup, pour faire un schéma de Lewis, il faut faire une structure électronique, il faut identifier les électrons de valence, voilà, il faut faire une configuration électronique. Donc là, je suis en train d'expliquer comment est-ce qu'on fait la configuration électronique. Parce qu'en fait, j'ai écrit une configuration électronique ici, bah, et du coup, j'ai eu des questions, les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est, d'où ça sort, etc. Donc là, je suis en train d'expliquer. Donc ici, vous prenez la couche 2, donc la sous-couche S, on a déjà montré qu'elle prenait 2 électrons au maximum. La sous-couche P, donc avec n égale 2, c'est la même formule. Donc elle va se remplir avec aussi 2 n carré électrons maximum.
Et bien comme n égale 2, ça veut dire qu'elle peut prendre au maximum 2 fois 2 au carré, donc ça fait 8 électrons maximum. D'accord? Donc ensuite ici, donc vous avez la couche numéro 1, vous avez la couche numéro 2, et vous avez ici les sous-couches qu'elles admettent en fait. Donc ça veut dire que la couche numéro 1, elle peut prendre au maximum combien d'électrons? Bah, étant donné qu'elle n'a qu'une seule sous-couche, la sous-couche S, et que la sous-couche S prend au maximum 2 électrons, et bah, la couche numéro 1 elle-même ne peut prendre que 2 électrons maximum. OK? Et si je prends la couche numéro 2, ah bah, elle admet 2 sous-couches. D'accord? Bon, alors, excusez-moi, je vais juste bloquer un certain nombre de personnes qui s'amusent. Excusez-moi, si jamais vous êtes là pour vous amuser, très honnêtement, vous pouvez swiper. Ouais, c'est très simple, hein, vous swipez comme ça, hop, et puis vous n'êtes plus là. Ok, ça sert à rien de venir perturber le live. Là, il y a des personnes qui sont concentrées, qui essaient de comprendre, etc. Il y a des personnes qui ont des difficultés ou il y a des personnes qui veulent réviser sérieusement. Vous ne voulez pas réviser, vous swipez. Hein. Moi, je ne vous retiens pas. Moi, je suis là pour les personnes qui veulent travailler. Ok? Parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Je travaille dans la vraie vie. Donc là, je prends mon temps pour faire un live pour des personnes qui en ont besoin. Enfin, si vous venez juste voilà, pour sortir des bêtises, enfin, vous sortez. C'est pas la peine de faire un message à la con. Je vais juste vous bloquer. Ok? Merci. Donc on continue. Je prends la couche numéro 2. Donc là, vous avez deux sous-couches. Vous avez la sous-couche S, vous avez la sous-couche P. La sous-couche S se remplit avec 2 électrons au maximum. La sous-couche P se remplit avec 8 électrons au maximum. Donc, j'en déduis, je vous en prie, pour ceux vraiment qui sont là pour travailler, ça me fait super plaisir de vous aider, il n'y a aucun problème. Donc la couche numéro 2, elle se remplit avec 2 plus 8 électrons. Donc ici, je vais avoir 10 électrons maximum pour la couche numéro 2. D'accord? Donc ça, c'est sur l'explication. Maintenant, je reviens à la représentation. Comment je fais maintenant pour représenter ça? Bah, en fait, je prends le cas de l'oxygène. Pour l'oxygène, j'ai le numéro atomique Z égale 8. Ok, j'ai Z égale 8. Maintenant, je me dis, je veux représenter ici la structure électronique. Comment je fais? Eh bien, en fait, je commence couche par couche. Ok, et je ne change de couche, ok, qu'une fois que j'ai rempli, ok, ici le nombre d'électrons maximum. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ici, j'ai 8 électrons à répartir. Donc, je vais commencer par la couche numéro 1. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets un 1. Le premier 1 ici veut dire que je suis sur la première couche. D'accord? Ensuite, je prends la première sous-couche, ici qui est S. Je vais préciser le nombre d'électrons que contient cette sous-couche en prenant le nombre d'électrons maximum possible. Donc sur la sous-couche S, je peux mettre au maximum 2 électrons. Donc ici, je vais mettre un 2. Ça veut dire que là, je suis en train de représenter ma première couche, ok, qui n'a qu'une seule sous-couche S. Donc là, elle prend 2 électrons maximum. Donc je ne peux pas en mettre plus. Donc là, la première couche, elle est pleine. D'accord? Votre première couche, elle est pleine. Ici, c'est ce qu'on a dit. Donc, on va passer à la deuxième couche. Donc, pour passer à la deuxième couche, donc je mets ici un 2. Ensuite, pour la deuxième couche, je commence d'abord par remplir la première sous-couche, S, qui, elle, prend au maximum 2 électrons. Parce que là, vous voyez, quand je mets 2 ici, ça veut dire que j'ai placé 2 électrons. Donc, il m'en reste combien? Il m'en reste 6. D'accord? Ensuite, je prends 2S. Donc, la sous-couche S ici se remplit avec au maximum 2 électrons. Donc là, j'en ai placé 4. Ça veut dire qu'il m'en reste 4 à placer. OK? Est-ce que j'ai encore de la place sur la deuxième couche? Oui, parce que la deuxième couche, elle a non seulement une sous-couche S qui prend 2 électrons maximum, mais elle a également une sous-couche P. Donc là, je vais continuer maintenant avec la sous-couche P. Mais il faut que je fasse attention, parce que les sous-couches sont pareilles pour toutes les couches. Donc il faut toujours que je précise que je suis en train de regarder la couche numéro 2, ok, et que je vais regarder la sous-couche P de la couche numéro 2. C'est pourquoi je mets 2P. Ok, et ensuite, il me reste 4 électrons à placer. Donc là, je vais regarder le nombre d'électrons maximum
que je peux mettre dans ma sous-couche P. Dans ma sous-couche P, je peux mettre 8 électrons. Là, j'en ai combien? J'en ai 4 à placer. Et ben, ce qui signifie qu'ici, je peux venir placer les 4 électrons restants. Oui, alors effectivement, tac, 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 tac. Oui, alors c'est 6 électrons maximum, effectivement. Donc c'est moi qui ai fait une petite erreur sur la formule. Alors normalement c'est 2n carré, n égale 2, 4, tac, tac, tac. Oui, ici normalement ça fait 6. Hein. Je vais retrouver la bonne formule. Normalement ça fait 6 parce que c'est 2p6. Et après, pour la couche D, ça fait 10. Je vais regarder, je vais vous redonner la bonne formule ici. OK. Donc ici, j'ai représenté 1s2, 2s2, 2p4. OK. Donc là, j'ai terminé parce que j'ai placé mes 8 électrons. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que pour faire un schéma de Lewis, ici, je place ma molécule. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais représenter les électrons périphériques. La sous-couche D. La sous-couche D, c'est la sous-couche qui vient après la P. C'est-à-dire que j'ai SP et puis j'ai D. D'accord? Oui, je sais effectivement où j'ai fait l'erreur. Les sous-couches, là, on les numérote à partir de... Ça doit juste être un problème de numérotation. Il faut que je regarde. Ok, bah je vais vous corriger ça tout à l'heure. Donc continuons d'abord sur l'exemple, ça ne nous empêche pas. Donc ici, je place mon atome d'oxygène. D'accord? Pour faire le schéma de Lewis, il faut que je place les électrons périphériques. Les électrons périphériques, c'est quoi? Eh ben, c'est les électrons de la dernière couche. Ok? Ici, j'ai deux couches. Donc j'ai la couche numéro 1 et j'ai la couche numéro 2. Ok? Donc la couche numéro 2, donc, elle a deux sous-couches ici. Donc je peux compter le nombre d'électrons. J'en ai 2 plus 4. Donc j'en ai 6. D'accord? Vous avez 6 électrons, ce qu'on appelle 6 électrons périphériques. D'accord? Mais c'est aussi ce qu'on appelle des électrons de valence. Et c'est ces électrons que vous venez placer ici. Comment est-ce que je les place? Je place d'abord 4 premiers électrons si possible. Donc si j'en place 4, il m'en reste 2. Ensuite, les électrons restants, bah, je viens compléter ici en formant des doublets non liants. Donc là, il m'en restait 2, j'en ai mis un ici, un ici. Donc je peux les joindre. Donc là, j'ai des doublets non liants. D'accord? Donc ici, ça c'est le schéma de Lewis. Hop. Schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. Ok? Oui, donc il y a quelqu'un effectivement qui m'a rappelé dans le groupe. La formule 2n carré, c'est pour les électrons de toute la couche. Ok, mais du coup, pour les sous-couches, vous pouvez retenir que la sous-couche S se remplit à 2 électrons, la sous-couche P se remplit à 6 électrons, la sous-couche D se remplit à 10 électrons, la sous-couche F se remplit à 14 électrons. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Ok? Oui, c'est ça. Donc la couche 2 contient bien 8 électrons en tout. C'est ça. Voilà, ok. Donc là, vous avez 6 électrons pour le cas de l'oxygène et vous avez le schéma de Lewis. D'accord? Ça, c'est le schéma de Lewis d'un atome. Maintenant, si vous combinez plusieurs schémas de Lewis pour une molécule, vous obtenez le schéma de Lewis de la molécule. Normalement, en terminale, vous vous arrêtez à P. Ok, vous n'allez pas vraiment plus loin. D'accord? Donc là, je vais avancer un petit peu. Ça, c'était pour ceux qui m'ont posé la question. C'était quoi ça? D'accord? Donc ça, c'est le schéma de Lewis de la molécule qui nous était proposée. Maintenant, on m'a posé la question, c'était quoi la différence entre ceci et ça? Ça s'appelle une formule topologique. Ça s'appelle un schéma de Lewis. Okay? Sur le schéma de Lewis, vous représentez vos atomes, molécules, etc. Vous représentez vos doublés non liants, vous représentez vos liaisons simples ou doubles. D'accord? Pour passer du schéma de Lewis à la formule topologique, c'est pas compliqué. Vous remplacez déjà tous les hydrogènes qui sont ici, ok? Vous les enlevez, les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone. Donc juste pour ça, je vais faire la formule développée. Comme ça va être plus clair. Donc j'ai C
Donc là, je fais la formule développée de l'ion lactate. Ok, vous avez C ici, tac, vous avez ensuite CH, alors c'est quoi en dessous? Tac, 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 pardon, c'était pas du, c'était OH. Donc ici, on a un oxygène, hop, ensuite on a un hydrogène. Pour le troisième, on a ici un oxygène, tac, avec une liaison double, parce que du coup, on a un groupement carboxyle. Ok, donc là, c'est la formule développée. Donc ça, c'est le schéma de Lewis. Ok, de l'acide lactique. Enfin, c'est la formule, on va plus dire la formule développée. Ok, mais entre guillemets, c'est comme un schéma de Lewis de la molécule. Un schéma de Lewis où vous avez fait toutes les liaisons. Ok, je ne reviens pas sur le détail de comment combiner, etc. Je pourrais faire sur une autre vidéo parce que là, on est vraiment en train de traiter le sujet. Donc, on va essayer de rester au plus proche. Ok, donc ici, je veux passer à la formule topologique. Comment je fais? Parce que dans les exercices du bac, vous avez en général les formules topologiques, hein, vous m'avez compris. Donc ici, tous les atomes de carbone, donc je vais les remplacer, je vais les enlever en fait, hein, et ils vont correspondre juste aux intersections qu'on a ici. D'accord? Ça veut dire que ici, votre atome de carbone qui est ici et là, bah, en fait, vous allez remplacer par une liaison comme ça. Ok? Alors, il ne manque pas un atome de carbone par hasard? Carbone. Oui, pardon, il me manquait un atome de carbone ici. Bon, je vais refaire mon schéma juste ici, j'ai oublié un atome de carbone. Hop, donc là j'ai O, j'ai H, j'ai C, donc là j'ai macétone. Ensuite, j'ai... Ok, j'avais un C au début, OH, CH3COH. Non, c'est bon, je crois. Ah oui, non, j'ai encore oublié. Donc ici, je vais la refaire. Hop, hop, donc ici c'est CH3, pardon, COOH, voilà, comme ceci. Et ensuite là, on a un C où on a, voilà, ok. Donc, et ici, j'ai un atome d'hydrogène, pardon. Donc ici, là, ça c'est la formule développée. Donc je suis juste en train d'expliquer comment on va passer à la formule topologique. Okay, donc ici, je passe à la formule topologique. Ce que je vais faire, c'est que mes liaisons carbone ici, je vais juste les remplacer par des intersections. Hein. Donc là, on veut retrouver cette tête-là. Okay, donc chaque intersection qu'on a ici, alors je dis intersection, hein, c'est-à-dire que si j'ai une intersection, ici c'est un atome de carbone. D'accord? Si j'ai une flèche, un trait et que j'ai rien au bout, j'ai aussi un atome de carbone. D'accord? Si j'ai un trait et que j'ai quelque chose au bout, donc j'ai pas d'atome de carbone. Donc ça veut dire que ici, j'ai C, donc je vais pouvoir remplacer déjà par un trait comme ça. Ok? Ensuite, j'ai C ici avec un autre atome de carbone. Donc je vais pouvoir représenter avec un trait comme ceci. Ok? Pour représenter cet atome de carbone qui est juste ici. D'accord? Et sur cet atome de carbone qui est juste ici, là, bah, je vais devoir représenter tout ce qu'il a. D'accord? Donc l'atome, le trait, le point qui est au bout ici, okay, ça va me permettre de représenter ce carbone. D'accord? Donc je vais représenter ensuite ma cétone que j'ai ici. Donc ça. Et ensuite, je vais devoir représenter cette liaison OH qui est là. D'accord? Comme ceci. Donc vous pouvez vraiment faire de jolies intersections, hein, pas comme moi j'ai fait là. Bon, vous faites... Bon, je vais d'abord expliquer comme ça, ensuite on va mettre ça de façon jolie. Donc là, j'ai représenté la fin. Et vous voyez que mon groupement OH ici, d'accord, je le représente en OH. Donc vous remplacez vraiment ce groupement-ci en mettant OH directement. D'accord, cette mini partie hydroxyle qu'on a ici. Ok, donc ensuite, donc là, je vais représenter en couleur. Donc ce carbone ici, c'est celui-ci. Ce carbone ici, c'est celui-ci. D'accord? Donc les hydrogènes, hein, les atomes d'hydrogène, les liaisons d'hydrogène, on ne les représente plus. Donc ça veut dire que j'aurai plus ceci. Donc là, je suis à ce niveau-ci. Là, 1, c'est ici.
Le carbone 2, il est ici. La liaison hydrogène, je ne la représente pas. Ensuite, je représente la liaison OH. Boum. Donc, je mets la OH ici. OK. Ensuite, donc, ce bout ici, c'est le carbone 3. Et les liaisons hydrogène, bah, je ne les représente pas, donc ça reste comme ça. OK. Donc, ce qui fait que si vous représentez de façon un peu jolie, bah, vous avez ce premier trait ici. Donc, ça, c'est cette liaison ici que je viens de représenter. Ensuite, vous avez cette deuxième liaison. Boum. Ici. Donc, vous remettez votre OH. Tac, vous avez cette deuxième liaison, et ensuite vous avez la troisième liaison ici, du coup, et vous allez avoir, donc vous avez un atome de carbone, c'est le premier qui est ici, vous avez un deuxième atome de carbone, c'est celui qui est ici, vous avez le troisième atome de carbone, c'est celui qui est ici, et donc là vous avez votre cétone, et là vous avez votre groupement OH. OK. Les hydrogènes, on ne les représente plus lorsqu'on fait la formule topologique. D'accord? Donc là, voilà à peu près. Maintenant, le plus important, c'est de savoir aussi lire. C'est-à-dire que lorsque vous avez ça, bah, vous devez retrouver rapidement la formule semi-développée ou la formule, le schéma de Lewis. OK? Donc ici, vous avez cette intersection. Donc bah, vous savez que c'est... Donc là, je refais dans l'autre sens hein, pour que ce soit clair. Ici, bah, vous savez que ça va être CO, ensuite vous avez OH. D'accord? Vous avez le trait ici qui arrive à une intersection. Donc là, vous savez que vous allez avoir un atome de carbone avec ici un groupement OH. Donc là, vous pouvez commencer à développer vos groupements OH. Ensuite, vous avez un trait qui va vers le haut, vous n'avez rien. Donc vous savez que j'ai encore un atome de carbone. Ensuite, vous complétez les liaisons. Pour le carbone, vous savez qu'il doit avoir 4 liaisons. D'accord? Ici comme ça, parce que vous avez Z égale 6, vous avez 1 S2, 2 S4, donc on a 4 électrons de valence, donc le schéma de Lewis de l'atome de carbone, c'est ça. D'accord? Donc ici, j'ai une seule liaison, donc évidemment, je complète avec autant d'hydrogène que nécessaire. Là, vous avez 3 liaisons, donc je complète avec autant d'hydrogène que nécessaire. Là, j'en ai 4, voilà. Et ensuite, pour la cétone, boum, je remets bien les doublés non liants. D'accord? Donc là, il faut bien connaître le schéma de Lewis de l'atome de carbone et le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. D'accord? Donc voilà à peu près, pour préciser, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas au point sur les formules topo, bah, ça va être un peu compliqué de pouvoir avancer de façon efficace. Donc là, on retourne sur la question. C'était quoi la question? C'était représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate. Okay, donc j'avais expliqué que l'ion lactate, c'était la forme du coup basique de l'acide lactique. D'accord? Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit représenter ici le schéma de Lewis de l'acide lactique. OK? Non, c'est 2S2. OK? La sous-couche S se remplit au maximum à 2 électrons, maximum 2. La sous-couche P, maximum 6. La sous-couche D, maximum 10. Donc en terminale, vous n'aurez besoin que de S et de P. Et si vous allez plus loin, on vous donnera directement l'expression de la structure électronique. J'ai mis 4 ou est-ce que j'ai mis 4? Ah oui, tout à l'heure j'ai écrit 2S4, pardon, c'est 2S2, 2P2. Oui, je vois effectivement de quoi tu parles. Oui, c'est ici, pardon. C'est 2S2, 2P2. Merci. Et ça fait bien 4 électrons de valence. OK. Oui, The Clever Boy. Aujourd'hui, c'est uniquement la physique. Et ce soir, si je suis dispo, on fera des maths. On fera des maths, certainement, si on fait ce soir, ce sera à partir de 20h. OK, donc on est parti ici. Donc on reprend l'exercice. Tac, donc sur cette partie, on va représenter rapidement la formule topologique, enfin le schéma de Lewis du coup. Donc on avait CH3, là je fais la formule semi-développée. Vous avez COH, vous avez ensuite C, vous avez O et vous avez OH. D'accord? Donc là, j'ai représenté la formule semi-développée. La formule semi-développée, c'est la formule où vous n'éclatez pas les hydrogènes là, et puis voilà, les liaisons, les groupements hydroxyle ici que vous avez, vous les mettez vraiment OH, hein, vous ne les mettez pas en mode comme ça. D'accord? Ça, c'est la formule semi-développée. Formule semi-développée. Hop, ok? Donc ici, j'ai l'acide lactique. D'accord? Donc on va représenter du coup l'ion lactate, ici le schéma de Lewis. Okay?
Donc en général, quand c'est comme ça, vous avez une forme carboxylique ici, c'est-à-dire que vous avez votre début ici, hein, vous avez cette partie-là, ok. Et en général, pour trouver la forme basique, c'est plutôt sur le groupement COH. D'accord? C'est sur le groupement COH que vous allez venir enlever un atome d'hydrogène pour obtenir la forme basique. Donc ça, c'est la forme acide. Ok? Pour retrouver la forme basique, du coup, ok, vous allez venir enlever un hydrogène sur le groupement carboxyle. D'accord? Ok? Pour les spé maths, pour ceux qui ont maths, ce sera soit ce soir à partir de 20h, soit ce sera demain. Demain à partir de 13h. D'accord? Pourrez-vous connecter sur les deux créneaux pour vérifier. Ok? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a effectivement une forme carboxyle ici. Donc pour trouver la formule semi-développée, hein, slash schéma de Lewis, de l'ion lactate, pardon, j'ai écrit ion lactique, ion lactate. Donc je vais venir enlever un hydrogène ici. Alors moi je vous donne ici la règle générale, mais vous pouvez justifier le fait que c'est cet hydrogène qui part et pas cet hydrogène en utilisant l'électronégativité. D'accord? En utilisant l'électronégativité. Donc c'est là où vous allez avoir la plus grande différence d'électronégativité, ok, que vous allez avoir les atomes qui se détachent le plus facilement. Okay, donc ici, vous avez des liaisons carbone-carbone, donc vous n'avez pas de différence d'électronégativité. Okay, votre sous-groupement ici, il n'est pas polarisé. D'accord? Il est apolaire. Hein, ça ne se dit pas, hein, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, parce que bah, vous avez en fait C et C qui ont la même électronégativité. Donc votre barycentre, forcément, il est au milieu, le barycentre de vos charges. D'accord? C'est pas polarisé du tout. Alors que quand je prends entre C et O, ici, je suis fortement polarisé, parce que j'ai une différence d'électronégativité, qui dans cette molécule est simplement due au fait que j'ai une différence d'atomes. Donc si on me demande quel hydrogène va partir en premier, bah, je dois répondre l'hydrogène qui est ici, parce que ici j'ai une liaison qui va être polarisée. D'accord? Une liaison polarisée, du coup, va plus facilement avoir un potentiel ionique, c'est-à-dire va relâcher plus facilement en fait, les atomes qui sont rattachés à cette liaison. D'accord? Voilà, ça c'est la justification propre. J'ai déjà vu des sujets où on vous demande d'expliquer, voilà, en utilisant l'électronégativité, quelle est la liaison la plus susceptible de se rompre. D'accord? Donc voilà, après vous avez tout un tas de termes, de moyens mnémotechniques si vous voulez. Ok. Donc ici, tac, 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 tac. Donc on va enlever cet hydrogène ici. Donc vous avez CH, vous avez OH, vous avez C, vous avez O. Et donc là, on va se retrouver avec un O et une charge négative. D'accord? Ça c'est pour l'ion lactate. Ok, donc désolé, on a été un peu long parce que du coup j'ai fait les rappels pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais évidemment, vous avez ça le jour J, vous ne posez pas 1000 questions. Ok, en 2 minutes, tac tac, vous avez fini. Petit 2.2, justifier que la fermentation du lait contribue à acidifier celui-ci. Ok, donc là, on va juste relire un peu hein, pour que tout le monde raccroche bien. Donc on nous a dit tac, lors de la fabrication des produits laitiers, donc vous relisez le paragraphe hein, pour raccrocher la question, pour déterminer l'avancement de la fermentation du lait, les techniciens réalisent un titrage acido-basique de l'acide lactique formé. D'accord? Donc c'est cette phrase-là qui va nous intéresser. Donc ça veut dire que lorsqu'on fermente le lait, on a de l'acide lactique qui est formé, ok. Et ben donc si j'ai de l'acide lactique qui est formé lors de la fermentation, bah, l'acide lactique précisément c'est acide. Donc, ça contribue à acidifier le milieu. Donc, ça, c'est pour le 2.2. OK? Fermentation. Ici, libère, d'accord? Donc, ça libère de l'acide lactique. Bah, vous mettez un acide dans un milieu, bah, le milieu devient acidifié. OK? Donc, ça, c'est pour la 2.2.
On passe ensuite à la 2.3. On veut modéliser la transformation chimique entre l'acide lactique et l'eau du lait. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair. Entre l'acide lactique et l'eau du lait. On notera AH l'acide lactique et A- l'ion lactate. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Ok. Donc là, on a le couple AH A-. Donc vous voulez du coup faire réagir l'acide lactique avec l'eau du lait. D'accord. Donc vous voulez faire une réaction comme ça. Donc il faut prendre le couple de l'eau correspondant. D'accord. Donc, vous savez, hein, pour l'eau, vous avez deux couples. Vous avez un couple avec H3O plus H2O et vous avez un couple avec H2O, HO-. Ok. L'eau étant une espèce amphotère. Donc, en fonction du sens où on vous pose la question, vous savez quel couple vous allez prendre. D'accord. Là, je veux faire réagir l'acide lactique avec l'eau, donc je ne peux pas prendre ce couple-là. Parce que si je prends ce couple-là, deux acides ne peuvent pas réagir. Ok. Donc, ensuite, on est parti. Donc là, vous avez tac, vous pouvez mettre une égalité comme ça, une flèche, une double flèche. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, hein, c'est accepté, étant donné que la réaction va être quasi totale ici. Donc vous avez ça, voilà, vous pouvez juste vérifier que c'est bien équilibré, mais normalement vous avez pris vos deux couples. Il n'y a absolument aucun problème parce que c'est juste un transfert de protons. D'accord. Je recentre bien la feuille, comme ça, tout le monde voit bien. Ok, donc là, on a fait la 2.3.1. La 2.3.2, montrer que cette transformation chimique est spontanée, on admettra que la concentration initiale en ion lactate est nulle. D'accord. Donc l'ion lactate, c'est ici, hein, juste pour préciser, ion lactate, et ici vous aviez l'acide lactique. D'accord. Donc on nous dit que A-0 égale 0. On veut démontrer que la transformation est spontanée, donc on calcule le quotient réactionnel initial. Ok. Donc c'est concentration initiale des produits, ok, sur concentration initiale des réactifs. Donc là j'ai l'eau, je ne mets pas, hein, c'est l'eau liquide, donc c'est 1. Et la concentration A- ici vaut 0, donc le quotient réactionnel initial est nul. D'accord. Si le quotient réactionnel est nul, donc la réaction est spontanée. Spontanée, du coup, la réaction va bien partir, spontanée. Ok. Et la réaction, du coup, va être orientée dans le sens direct. Ok. C'est le sens, du coup, qui va tendre à augmenter le quotient réactionnel, étant donné qu'il est nul. Ok. Pour ceux qui ne comprennent rien, vous pouvez préciser votre niveau, du coup, s'il vous plaît, en face, comme ça je peux savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Si vous êtes en terminale et que là vous comprenez rien, faut vraiment m'interrompre. Ok, il faut vraiment m'interrompre en me disant, voilà, ceux qui sont en quatrième, troisième, etc. Voilà, c'est master chimie, je comprends rien. Alors en master chimie, si on comprend pas ça, c'est grave. C'est très grave, monsieur ou madame. Ok. Donc du coup, on a 2.3.2. Oui, sens direct, c'est le sens spontané. D'accord. Ça veut dire que sens spontané, vous mettez vos espèces, spontanément elles réagissent. Ok. Ça veut dire qu'elles réagissent en fait de façon normale. Vous avez la réaction à laquelle vous vous attendiez. C'est monsieur, oui. Ok. On est parti. Donc là, on a fait la 2.3.2. Ok, si vous êtes en première spé, là c'est normal que vous puissiez pas comprendre, hein. Il y a des notions que vous allez pouvoir comprendre, hein. On va calculer des concentrations, on va faire des tableaux d'avancement, etc. Euh, mais du coup, c'est normal si vous ne comprenez pas tout en première. Ok. Donc ici la formule, pour ceux qui demandent la formule, ça c'est une formule du cours. Le 1 ici, c'est l'activité de H2O. D'accord. Donc lorsque vous voulez calculer le quotient réactionnel, vous prenez le produit de la concentration des produits. Ok, vous m'excuserez le pléonasme, mais voilà, vous faites la multiplication des concentrations des produits sur la multiplication des concentrations des réactifs. Ok. Alors, ce n'est pas tout à fait exact parce que vous devez prendre l'activité, c'est-à-dire que vous devez avoir ici des petits C0 qui traînent, hein, c'est sur C0, voilà. Mais si vous prenez vos concentrations en mol par litre,
Voilà, vous n'avez pas besoin de remettre les petits C0. Et on n'oublie pas que normalement, c'est élevé à la puissance coefficient stoichiométrique. Donc là, j'ai des 1 partout, ici, donc là, c'est 1. Ensuite, lorsque je tombe sur la concentration d'un réactif ou d'un produit à l'état liquide, bah, en fait, je remplace par 1. OK. Donc du coup, je vais continuer un peu pour pas qu'on perde le fil. Donc on a fait la question, on a terminé avec la question 2. Donc on va prendre la question 2.3. Pardon. Donc on nous dit ici, hop, je vais continuer un peu pour pas qu'on perde le fil. Donc on a fait la question, on a terminé avec la question 2. Donc on va prendre la question 2.3. Pardon. Donc on nous dit ici, hop, aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière, C0 égale ce truc-là. Donc on titre 10 ml de lait par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. D'accord? Donc hydroxyde de sodium, je précise, NaOH, appelé aussi la soude. D'accord? En note VE, le volume de solution titrante versé à l'équivalence. Ok? Jusque-là, on est bon. On modélise cette transformation chimique mise en jeu lors de ce titrage par une réaction support dont l'équation titrage est la suivante. Ok? On applique la méthode d'Ornick à un lait en utilisant le chou rouge comme indicateur coloré. Le pH initial vaut 5,9 et le pH à l'équivalence 8,3. Ok, tac. Le volume versé à l'équivalence est égal à 2,8 millilitres. Hop. Donc petit 2.4, justifier que le jus de chou rouge peut être utilisé pour repérer l'équivalence de ce titrage et préciser le changement de couleur du milieu. Ok, donc on est parti. Ici, on va regarder donc le saut de pH, hein, lorsqu'on nous pose cette question dans le cadre d'un titrage colorimétrique d'une réaction acido-basique. Donc on va regarder le saut de pH. Donc là, on passe de 5,9 à 8,3. Ok, donc on regarde ici, on passe de 5,9, ça veut dire qu'on passe de violet-bleu, parce que l'on est sur le jus de chou rouge, à 8,3, ça veut dire qu'on arrive à peu près à une solution tac, 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 verte. Alors, il faut juste qu'on fasse attention. Donc là, on a bien de l'acide lactique. Voilà. Donc on a bien un saut de pH. Ok. Donc je passe de cette couleur violet-bleu à peu près. Ok. Et j'arrive à une couleur verte. D'accord. Donc je vais passer. Que je regarde juste en même temps si j'ai des questions. Donc là, je vois bien que au niveau du saut de pH, ici de 5,9 à 8,3, bah, je vais passer du violet bleu, hein, donc d'un truc qui est à peu près bleu, ok. Je vais passer par du bleu vert et puis je vais arriver à du vert. Ok. Donc je peux bien utiliser cet indicateur coloré bah, parce que je vais observer un changement du bleu au vert. Okay. La solution, d'abord violet bleu bleu. Okay. Ensuite, elle devient un petit peu bleu-vert et puis elle finit en vert. Donc là, si j'ouvre bien les yeux, voilà, je vais pouvoir distinguer du coup le saut de pH. Okay. Donc ça, c'est pour cette question. Ensuite, tac, tac, tac. Ok, je regarde juste s'il y a des questions en même temps. Donc on va prendre la 2.5. Okay. En détaillant le raisonnement, déterminer si l'acidité d'ornique du lait fermenté testé permet la fabrication d'un yaourt. Ok. Donc là, pour cette question ici, on va utiliser l'équivalence. Donc je rappelle l'acidité d'ornique, j'ai marqué ici, hein, c'est 0,10 g par litre qui donne 1 degré d'ornique. D'accord. Donc là, on doit normalement avoir 80 degrés d'ornique. Ok. Donc on va déterminer à l'équivalence ici la concentration massique qu'on avait en acide lactique, ok, à partir de l'équivalence. Et ensuite, on va faire la conversion donc en degrés d'ornique et on va comparer du coup par rapport aux 80 degrés d'ornique pour voir si on obtient un résultat concluant. D'accord? Donc ici, tac, 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 on nous a précisé, on utilise la méthode d'Ornick. Hein, donc ça veut dire qu'on a pris
volume de lait, hein, vous pouvez noter volume de la solution ici, on a pris 10 millilitres. OK? Tac. Donc, le volume versé à l'équivalence ici, donc VE, qui est donc le volume d'hydroxyde de sodium, est de 2,8 millilitres. D'accord? Donc, j'ai la concentration en hydroxyde de sodium, donc j'ai C0 ici, qui vaut 1,11 fois 10 moins 1 mol par litre. D'accord? Donc, je vais pouvoir déterminer à l'équivalence ici la quantité de matière que je vais avoir produite. Okay, donc ici, j'ai C égale N sur V1. Donc je rappelle C égale N sur V. Donc N égale C0 fois VE. D'accord? Donc j'ai des coefficients 1, 1 ici à chaque fois. Alors je regarde un peu les questions hein, pour être sûr qu'on est tous là. Oui, c'était le bac. Non, c'était pas le bac de l'année dernière, c'est le bac de 2021. Ok, donc là j'ai ma quantité de matière à l'équivalence ici. Il faut juste que je fasse attention si j'ai une dilution, pas de dilution. Tac, tac, tac. Ok, là j'ai ma quantité de matière. D'accord. Moi, il va me falloir déterminer du coup une concentration massique. D'accord. Tic, 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 tic. Donc on cherche la concentration massique hein, qui, je rappelle, c'est la masse du soluté. Okay, sur le volume de la solution. De toute façon, vous avez l'unité pour vous mettre sur la piste. Okay, donc ici, j'ai la quantité de matière à l'équivalence. Je cherche la concentration massique. Donc, je vais avoir besoin de la masse du soluté ici. Okay, donc, je rappelle, hein, on cherche la masse du soluté, sous-entendu la masse d'acide lactique. Donc, je vais décortiquer Ne comme étant la masse d'acide lactique sur la masse molaire d'acide lactique, qui est égale à C0 fois VE. Je vais tirer l'expression de la masse d'acide lactique, donc j'ai C0 fois VE fois la masse molaire d'acide lactique. OK. D'où, si je reprends ma concentration massique, donc j'ai la masse du soluté ici, C0 fois VE, fois masse d'acide lactique sur le volume de la solution. D'accord? J'ai bien C0VE, masse molaire d'acide lactique. Si vous vous rappelez, elle est donnée avant. Okay, la masse d'acide lactique, elle est donnée. Alors, j'ai plus la valeur en tête. Je crois que c'était 95, quelque chose. Bon, de toute façon, on regardera pour l'application numérique. Donc, ensuite, vous avez le volume de la solution qui est donné. Hein. J'ai remis toutes les grandeurs ici. Donc là, vous terminez, vous assurez que vous avez toutes les grandeurs, vous encadrez le résultat. Okay, donc ici, j'ai la concentration massique. Maintenant, si je veux déterminer le degré d'Ornick ici, il faut que je fasse la petite gymnastique. Vous avez 1 degré d'Ornick qui donne 0,10 g par litre. Bon, je vais poser une petite règle de 3. Vous avez 0,10 g par litre qui vous fait 1 degré d'Ornick. Là, vous avez une concentration massique Cm, donc ça va vous donner ici l'acidité d'Ornick que je vais noter. Vous voulez que je la note comment? Je peux la noter D, tout simplement. Okay, donc vous avez D qui sera égal à la concentration massique sur 0,10. D'accord? Donc de sorte que là, ça me fera C0 fois VE fois la masse molaire divisé par 0,10. Comme ça, ici, je vais directement retrouver la valeur en degrés d'Ornick. 0,10 ici, c'est la définition de l'acidité d'Ornick. Okay, 1 degré d'Ornick correspond à une concentration massique en acide lactique de 0,10 g par litre. CM égale cours magistraux pour moi. Oui, pour moi aussi à l'époque c'était cours magistraux. Ok, j'ai oublié le VS effectivement, donc 0,10 fois VS. Merci. Ok. Parfait. Donc là, du coup, on va faire l'application numérique. Vous avez toutes les valeurs qui sont ici. Je vais juste vous donner la masse molaire de l'acide lactique en plus. Tac. Alors pour ceux qui sont en doctorat, du coup, j'espère que vous la connaissez par cœur, pour les docteurs qui sont parmi nous. 90,1 g par mol.
D, c'est la définition que j'ai, c'est la notation que j'ai donnée pour l'acidité d'Ornick. OK. Donc là, du coup, on fait le calcul. Je vais écrire ici. Donc là, vous faites attention à ne pas vous tromper sur les unités. Donc j'ai 1,11 fois 10 puissance moins 1. Le volume à l'équivalence ici, c'était 2,8. Hein. Donc je vais garder en millilitres, étant donné qu'en dessous, j'ai également le volume en millilitres, fois la masse molaire, donc fois 90,1. Donc on est parti, on fait le calcul. Donc j'ai 1,11 fois 2,8 fois 90,1 divisé par 0,1 fois 10. Donc le tout fois 10 puissance moins 1. Donc j'obtiens la modique somme de 28 degrés d'Ornick. OK. Donc là j'ai 28 degrés d'Ornick. Je devais avoir 80 degrés d'Ornick. Donc je peux en conclure que ça ne fonctionne pas. OK. Donc je vous remets juste l'énoncé ici. Hop. Donc on avait du coup 80 degrés d'Ornick. On devait faire la comparaison entre les 28 degrés d'Ornick et les 80 degrés d'Ornick. Donc là je peux en déduire que ça ne fonctionne pas. OK. Voilà donc pour cet exercice. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous pouvez utiliser les notations que vous voulez. Là, si vous voulez mettre NI, vous mettez NI, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste pour garder la cohérence entre NE et VE. Comme ça, voilà, vous avez les mêmes notations à chaque fois. Ok, sur le calcul, ici, vous tapez vraiment sur votre calculatrice. Ok, vous remplacez vraiment les valeurs qui sont ici par les valeurs numériques. Hop, hop, hop. Et du coup, vous remplacez les volumes, je n'ai pas converti du tout, étant donné que j'ai 2,8 et 10. D'accord. Donc voilà pour cet exercice. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de la journée. Ok. Donc pour ceux qui veulent refaire le sujet, donc c'est sujet 2021. Ok. C'est du coup bac 2021 et voilà. Donc là on a fait l'exercice 2. On refera de la chimie demain soir. Ok, parfait. Alors, pour ceux qui veulent savoir si je traite certains exercices, vous me faites un message directement. Vous allez sur mon compte, vous me faites un message en me posant votre question. Comme ça, moi, je peux vous répondre derrière. OK? Parce que là, du coup, je ne peux pas forcément répondre à tout le monde. Donc, ce soir, je précise, ce soir, 20h en live de maths. OK? Si ce n'est pas ce soir, 20h, ce sera demain, 13h. D'accord? Si je peux ce soir et demain, on fera ce soir 20h live de maths, demain 13h live de maths, et demain soir, on refera de la chimie. On refera physique-chimie. Donc, vous pouvez m'envoyer vos demandes, etc. déjà par message. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Donc, on se retrouve ce soir à partir de 20h ou demain à partir de 13h. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah voilà, si vous avez des questions, faites-moi un message directement. Ça ira plus vite, vous m'écrivez en privé. Ok, oui, il faut vraiment que je mette les rediffs. Je suis vraiment désolé, hein, je fais du mieux que je peux. Je vais essayer de les charger là. J'ai chargé les premières, mais la qualité a été réduite, donc je suis obligé de refaire. Et non, il n'y aura pas de série de Fourier au bac, normalement. Voilà, excellente journée à tous et on se dit à ce soir.